Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro d'une vie de mathématiques, le numéro 25 déjà. Ça fait beaucoup de vidéos qui parlent de ma vie, j'espère que vous n'en êtes pas lassés. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma deuxième année de maîtrise, mais cette fois-ci côté recherche en mathématiques. Bon voilà, sans plus de cérémonie, on est parti. Bien, bref rappel des épisodes précédents. Je suis rentré à l'école normale supérieure en 2017, septembre 2017, via le second concours. Donc j'ai obtenu un statut de normalien et pendant cette année 2017-2018, j'ai passé l'agrégation de mathématiques. Donc ce passage, entre-temps, il y a eu pas mal de trucs administratifs à régler avec l'école normale supérieure, notamment déjà le fait de devenir normalien, hein, donc ça aussi ça demande pas mal de choses à faire, mais également toutes les petites choses qu'il faut valider pour obtenir le diplôme de l'ENS à la fin. On va dire que la grosse majorité des choses sont faites dans ce diplôme et en même temps j'ai pu en effet obtenir le statut d'agrégé. Alors bien sûr, elle n'est pas totalement validée puisqu'il reste à faire un stage d'enseignement pour complètement valider cette agrégation. Et donc cette année-là, j'avais décidé d'effectuer un report pour pouvoir continuer avec un M2 de recherche dans la foulée. Donc oui, on est parti pour un M2 de recherche, mais où? La réponse, je vous l'ai donnée lors du dernier épisode, puisque je vous ai dit qu'à un moment donné, j'ai pu faire la rencontre d'un groupe de chercheurs qui travaillaient sur un certain domaine, faisant appel à des algèbres aimables, des algèbres amassées, ce genre de choses, qui m'ont tout de suite pris, mais vraiment, ça m'a donné très envie de travailler là-dedans. Et parmi les personnes de ce groupe, il y avait une personne que je n'avais jamais rencontrée, qui s'appelle Yann Palu, qui travaille à l'UPJV, hein, donc l'Université Picardie-Jules Verne, que je n'avais jamais rencontré avant. Pourtant, j'avais fait mon M1 à l'UPJV, hein, donc quand même, c'était assez étonnant de voir quelqu'un que je n'avais pas rencontré qui finalement, voilà, se trouve être une des personnes qui travaille sur quelque chose qui me prend vraiment, qui me donne vraiment envie de travailler là-dedans. Et à la suite de cette connaissance-là, et donc en me disant c'est quand même assez arrangeant de se lancer à faire un M2 à Amiens pour plusieurs raisons, mais donc surtout celle-là, eh bien je me suis dit ok, c'est parti, on va faire un M2 de recherche à l'UPJV à Amiens. Donc retour aux sources, retour à l'UPJV. Quand je dis aux sources, bon pas totalement aux sources, mais en tout cas retour à Amiens, donc ça oui on peut dire que c'est les sources. Mais voilà, on est parti donc pour un M2 de recherche à l'UPJV. Alors comment il fonctionne ce M2 de recherche? Déjà, je devrais dire que je pars pour un M2 de recherche vers de la mathématique pure, hein, donc des mathématiques fondamentales. Et donc quand je dis mathématiques fondamentales, ici je vais parler aussi d'algèbre. Donc l'énoncé, l'intitulé de ce M2 de recherche, c'était algèbre, théorie des nombres et applications. Donc APNA en acronyme. Et il y avait un deuxième M2 de recherche qui était également proposé à l'UPJV qui était plus tourné sur de l'analyse. Je ne sais plus l'intitulé exact, mais c'était tourné vers de l'analyse. Et donc, quand j'arrive à l'UPJV pour revenir en M2, je m'attendais peut-être à revoir les copains dans ce M2. Finalement, j'en ai pas vu tant que ça. En fait, j'ai retrouvé un camarade de M1 qui avait décidé également d'aller en algèbre, Abdul, que je salue, si un jour il voit cette vidéo. Et la plupart des autres camarades finalement étaient partis en analyse. Voilà ce qui s'est passé, pas mal de camarades sont partis en analyse. Et finalement, pour ce M2 de recherche, on n'était que deux, donc Abdul et moi. Et ça c'était assez bizarre sur le moment de se dire, on est de moins en moins à continuer dans les mathématiques. Mais si on y réfléchit, c'est plus ou moins normal, j'ai envie de dire. Bon, peut-être pas si normal d'être que deux, quoique. Mais c'est quand même plus ou moins normal qu'il y ait de moins en moins de personnes dans les gens qui vont continuer dans les mathématiques de plus en plus poussées, puisque la plupart des gens visaient essentiellement l'enseignement et n'ont pas forcément envie de continuer dans la recherche. Il n'y en a pas beaucoup finalement de personnes qui veulent continuer dans la recherche, et donc évidemment petit à petit, sélection après sélection, ou pas juste une question de sélection, mais juste une question de les gens ils vont faire autre chose dans leur vie. Et au bout d'un moment, on se retrouve de moins en moins à continuer à apprendre des choses, ou en tout cas à suivre des cours. Et donc on n'était que deux pour ce M2 de recherche algèbre, et on nous explique comment va fonctionner donc ce M2 d'algèbre à Amiens. En fait, il va y avoir une grosse partie qui va se faire à Paris, donc en fait, essentiellement toute la première partie, tout le premier semestre se fait à Paris, où il va falloir valider un certain nombre de cours. En fait, essentiellement, il faut en valider 2, mais il est plutôt conseillé d'en suivre plusieurs.
Et une fois qu'on a fait ça, deuxième semestre, on a un cours spécialisé proposé par un des enseignants. Ça tombe bien, cette année-là, c'était Yann qui allait proposer ce cours spécialisé. Donc voilà, très bien. Et un mémoire à effectuer. Donc comme pour la première année de maîtrise, il y a également un mémoire de recherche à effectuer en deuxième année de maîtrise, en recherche. Bon voilà, maintenant je vous ai fait le topo. Alors qu'en est-il exactement par rapport à l'affiliation avec Paris? En fait, l'affiliation, c'est avec Paris 7, donc Paris Diderot anciennement, et aujourd'hui ça doit être Paris Cité, mais peut-être que ça va encore changer, hein. Probablement que la vidéo ne sera plus à jour d'ici l'année prochaine ou d'ici 2 ans, mais enfin bon, donc ça s'appelait Paris Diderot en tout cas au moment où j'y suis allé, donc en 2018, septembre 2018, et donc on commence à nous parler, hein, donc il a fallu s'y rendre hein, bien sûr pour l'ouverture, hein, on va dire, de l'année. Et on commence à nous annoncer les différents intitulés des cours qui nous seront proposés. Alors je me souviens plus des énoncés exacts de tous les cours qui étaient proposés. Je me souviens qu'il y en avait quand même un grand nombre, peut-être facilement une douzaine. Je pense facilement une douzaine de cours qui étaient proposés pour Paris 7, sachant qu'il y avait aussi des cours qui étaient proposés en jumelage avec Paris 6, hein, qui s'appelait Jussieu. Je ne sais pas si ça s'appelle encore Paris Jussieu, mais Paris 6. Et donc parmi les cours qui étaient proposés, j'en ai choisi 4 à suivre. J'avais choisi un cours de combinatoire hein, qui était proposé par Guillaume Chapuis. Alors pourquoi le cours de combinatoire? C'est parce que à la base, hein, la combinatoire, c'était pas forcément quelque chose qui me transcendait, on va dire. C'était quelque chose que j'aimais bien faire, on va dire. J'aimais bien apprendre parce que c'est des questions d'énumération. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. Mais c'était pas encore très transcendant, ça l'est devenu, je pense que ça l'est devenu, mais au début c'était pas encore très fort. Le seul truc combinatoire qui commençait à me transcender, c'était ce qu'on m'avait raconté à Orsay. Donc voilà, la combinatoire, pour moi, ce que j'en comprenais, c'était une question juste de énumération, et puis peut-être 2-3 choses bijectives, mais peut-être pas forcément quelque chose de si grand. Mais je me suis dit, un cours de combinatoire, ça peut être utile non seulement pour moi, juste continuer à apprendre des choses là-dedans, mais également peut-être pour la maîtrise en elle-même, puisque j'allais peut-être m'apprêter, et c'est ce qui s'est plus ou moins produit, j'allais m'apprêter à toucher à des sujets de combinatoire. Donc voilà, donc il y a eu ce cours de combinatoire, donné par Guillaume Chapuis. Pareil, c'est un grand nom aussi parmi les chercheurs, notamment dans ce type de domaine, la combinatoire, notamment tout ce qui est surface, il travaille là-dedans. Ensuite, j'ai suivi un cours d'algèbre de Lie semi-simple et leur représentation, qui était proposé par Bernard Keller. Alors là, pareil, c'est un grand nom dans la théorie des représentations d'algèbre, théorie des représentations de Carquois, algèbre amassée et bien d'autres. Hein, il touche à énormément de domaines. Pour vous dire, il a même une page Wikipédia. Hein, donc, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai que quand on voit des gens, des professeurs particuliers qui ont notamment donc des pages Wikipédia, ça veut dire qu'ils sont connus au point où on peut leur avoir attribué une page Wikipédia. Vous pourriez me dire, oui, n'importe qui peut se constituer une page Wikipédia, vous n'aurez pas tort, mais bon, je pense que voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui pourraient prétendre à vraiment se constituer une page Wikipédia. C'est pas lui qui l'a fait, hein, bien sûr, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, peut-être en son nom, j'en sais rien, mais voilà, quand on regarde un petit peu son CV, etc., et je vous invite à le faire si c'est pas fait, si vous ne connaissez pas ce nom, donc Bernard Keller. Je vous invite vraiment à voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est du gros costaud, hein. C'est vraiment je vais pas dire une pointure, mais en tout cas c'est quand même quelqu'un vraiment de très 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 bon dans ce domaine, dans ce type de domaine de recherche. Et voilà quoi. Donc pas grand chose d'autre à ajouter. Donc juste le fait que ce soit lui qui attribue ce cours, c'était quasiment une nécessité d'aller suivre son cours. Puisque en tout cas c'est ce que m'a dit Yann, hein. À ce moment-là je ne connaissais pas plus que ça Bernard Keller, mais quand il m'a dit un petit peu plus de choses sur lui et par rapport au fait qu'il fait vraiment bien ses cours, etc., ça semblait être une nécessité, et avec le recul je me dis que c'était super bien d'avoir suivi ce cours avec lui. Donc voilà, un cours d'homologie. Alors je ne sais plus qui est-ce qui donnait ce cours, mais pareil, c'est un cours assez intriguant et pareil, qui commence à toucher à des choses qu'on entend très peu finalement, puisque homologie, ce mot-là, c'est quelque chose qu'on rencontre, mais alors tard dans les mathématiques, hein, parce que il faut passer à travers toute une construction catégorique, etc. Et c'est là où on rencontre peut-être un petit problème concernant
le contenu des cours qui sont proposés arriver jusqu'à la M2 de recherche. Car oui, je trouve qu'il y a quand même une petite bizarrerie qu'il me faut souligner, c'est le fait que parfois, il y a certains professeurs qui vont proposer un cours en admettant que les élèves ont suivi des cours sur un sujet particulier. Et là, notamment pour le cours de théorie de l'homologie, c'était peut-être bien d'avoir des prérequis sur tout ce qui était catégorie. Et bizarrement, j'ai pas suivi de cours de catégorie en tant que tel. Alors bizarrement ou pas bizarrement, j'en sais rien, mais en tout cas en M1, il n'y avait pas de cours sur les catégories en tant que tel. Et M2 agrégation, là, non, hein, j'ai fait essentiellement beaucoup de révisions sur pas mal de choses que je connaissais déjà. Bon, peut-être 2-3 trucs que j'ai appris ou réappris, mais en dehors de ça, c'était pas mal de révisions. Et là, j'arrive, on me propose ce sujet. Alors, il n'y avait pas que celui-là, hein, d'ailleurs, il y avait aussi théorie de l'homotopie. Hein. Donc l'homotopie, bon, c'était quelque chose que j'avais déjà entendu parler. Ça, déjà, j'étais un petit peu plus confiant. C'était lié à, d'ailleurs, mon M1 de recherche, que j'avais effectué avec David Chator. Et là, ce cours-là de théorie de l'homotopie qui était proposé d'ailleurs par Bruno Valette, également un bon nom également dans les types de théories infinies catégories et ce genre de choses. Quand j'ai entendu parler de ces cours-là, homologie, homotopie, je me suis retrouvé face à une espèce de mur, on va dire, où on a l'impression qu'en fait, j'arrive à un truc en cours de route. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui manque en fait. J'ai pas reçu vraiment de cours sur les catégories avant. Et c'était vraiment la première fois que je commençais à toucher des catégories. Et il y avait des professeurs, enfin, surtout pour le cours d'homologie, bon, même s'il essayait d'y aller doucement. Je me souviens que pour le cours d'homologie, il essayait d'y aller quand même doucement. Mais c'est vrai que on nous fait toucher ces domaines en admettant d'une certaine manière qu'on a appris des choses sur les catégories. Alors qu'est-ce que je vais vous dire ? Ce que je vais vous dire, c'est que j'ai appris du coup en autodidacte, on va dire, parce que il a fallu faire les choses de mon côté en plus, du travail supplémentaire de mon côté. Et c'est à ce moment-là aussi où on se rend compte qu'il va falloir faire du travail à côté par rapport aux cours qu'on va suivre. Il a fallu faire du travail à côté pour bien comprendre de quoi il s'agissait exactement. Donc une catégorie, qu'est-ce que c'est la théorie de l'homologie, qu'est-ce que c'est la théorie de l'homotopie. Et en dehors des cours, en plus des cours, il a fallu faire du travail autour de bouquins, de références. Notamment il y avait le bouquin de Hatcher que j'ai toujours sur la théorie, enfin sur tout ce qui est topologie. Je sais plus quel est l'énoncé exactement, mais c'était très proche de l'homologie et de l'homotopie encore ce bouquin. Donc ça m'a beaucoup servi d'ailleurs pour essayer de me mettre au point sur les choses qui allaient être dites dans ce cours. Mais c'est vrai que je me suis retrouvé face à une difficulté qui était que j'ai pas eu de cours sur ça, sur les catégories avant, et j'étais en train de découvrir tout en apprenant des choses nouvelles en plus. Donc c'était assez déroutant. Je dois dire que oui, c'était quand même assez déroutant. Bon, après l'homotopie, j'étais moins perdu, mais l'homologie, c'est vrai que j'ai été quand même assez perdu sur le moment parce que c'était quelque chose de nouveau. Et du coup, j'ai dû investir sur quelques bouquins pour essayer de me mettre à niveau et en tout cas pour devoir... Donc c'est à ce moment-là, et je pense que c'est peut-être une marche supplémentaire à gravir quand on arrive à ce niveau-là, c'est qu'il y a une marche d'autodidacte, de choses à faire, à apprendre, à réapprendre, ou en tout cas à chercher à comprendre à travers des bouquins. Et il y a du travail en plus à fournir, quoi. Essentiellement, il y a du travail en plus à fournir. Donc, ça peut paraître assez étonnant, mais oui, il y a vraiment beaucoup plus de travail à fournir arrivé en M2 pour bien comprendre le contenu des cours. Donc, combinatoire, j'avais aussi investi sur les bouquins et donc quelques références qui étaient données. D'ailleurs, pour chacun des cours, on nous donnait des références. Et donc, c'était quand même bien d'investir là-dedans. Donc, pour la combinatoire, j'avais investi sur quelques bouquins également. Bouquin d'énumératif combinatorix de Stanley, qui est un bouquin de référence, vraiment. J'ai maintenant les 2 volumes aujourd'hui. Et je dois dire que ça m'a été encore assez bien utile. Et vraiment, à l'algèbre de Lie, pareil, j'avais investi sur quelques bouquins d'algèbre de Lie, notamment d'algèbre tout court, même de manière un peu plus générale. Pareil, ça m'a servi. Et puis voilà, pour l'homologie et pour l'homotopie, pareil, il a fallu investir dans des bouquins. Donc il a fallu vraiment un pas supplémentaire dans ce qu'il y avait à faire en autonomie, quoi, en fait, finalement. Donc il a fallu faire ça. Et en plus de ça, en plus de ces cours que j'avais décidé de suivre, j'avais décidé, en commun accord avec Yann, que je pouvais commencer un petit peu à travailler le sujet. Et donc pour travailler ce sujet, j'ai investi sur un autre bouquin en plus, ce fameux bouquin bleu que j'ai déjà montré à certains d'entre vous, ceux qui suivent les coins recherche.
notamment. Donc ce fameux bouquin bleu, Elements of Representation Theory of Associative Algebras, donc écrit par trois grands noms quand même de la recherche, en tout cas dans le domaine de théorie de représentation de Carquois et tout ça. Et donc j'ai commencé à faire connaissance avec toutes les notions de Carquois, de représentation, des choses que j'ai déjà racontées dans le coin recherche, dans les coins recherche. Et je vous invite à aller jeter un coup d'œil à ces coins recherche parce que plus je vais avancer dans ce que je fais en recherche, plus je vais m'approcher des choses que je raconte actuellement en coin recherche. Et donc là notamment, Carquois, représentation de Carquois et tout ça, ce sont des choses que je commence à rencontrer pour la première fois donc aux alentours de septembre 2018. Et donc avec Yann, on essayait de se voir une fois par semaine, ou une fois tous les 2 semaines, et on discutait du sujet. Donc c'est-à-dire qu'il commençait à m'apprendre des choses, donc tout ce qui est autour de la théorie des représentations. J'apprenais des choses également en autodidacte, donc à travers les bouquins. Et chaque fois qu'on se revoyait, je posais des questions par rapport à des choses que j'avais peut-être pas comprises, ou j'essayais de faire les exercices qu'il m'avait proposé de faire pour essayer de mieux comprendre ces notions. Et donc je commençais aussi à faire connaissance avec la combinatoire qu'il y avait autour, toute la théorie, donc autour des algèbres Riemann notamment. Et cette combinatoire, c'est aussi quelque chose que je raconte dans les coins recherche en ce moment, en fait, dans la saison 2, puisque je parle de surface, dissection de surface, points marqués, et des courbes sur la surface. On va y venir d'ailleurs, mais ces notions-là, je commence à me frotter à ces notions à ce moment-là, au moment où je fais de l'apprentissage avec Yann, pour me préparer à attaquer un sujet de recherche pour le mémoire déjà, et sujet de recherche qui pourra potentiellement s'étendre ensuite en un sujet de doctorat. Mais voilà, c'est à ce moment-là que je commence à apprendre ces notions et tout ça, et plus j'en apprends, plus j'ai envie d'en apprendre. Vraiment, c'était quelque chose, ça m'a galvanisé, voilà, c'est le mot, galvanisé. Moi, j'ai trouvé ça génial, quoi. Donc voilà, donc ça c'était pour Paris 7. Maintenant, petite transition et petit aparté, j'ai envie de dire, concernant l'école normale supérieure. Car c'est pas fini l'école normale supérieure. Non, puisque l'école normale supérieure, même si j'ai validé tout ce qu'il y avait à valider, il reste 2 choses. D'une, obtenir la maîtrise 2e année en recherche. Bon, c'est en cours. Mais la deuxième chose importante, c'est lié à ce qui va se passer l'année d'après. Car après ce M2 de recherche, je comptais fortement effectuer un doctorat. Et donc, pour effectuer un doctorat, c'est là où on arrive à quelque chose de très 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 important. Pour effectuer un doctorat de mathématiques en France, il est impératif d'avoir une bourse qui nous finance, donc qui finance la recherche que l'on va effectuer pendant 3 ans en France. Et je dis que c'est important, mais c'est même presque obligatoire. Je dis presque parce qu'il y a quand même quelques exceptions. Les seules exceptions possibles, c'est le cas où on a des personnes qui sont en train d'enseigner, donc potentiellement déjà agrégées, qui ont validé leur agrégation, des choses comme ça, imaginons. Des personnes qui sont en train d'enseigner et qui effectuent leur doctorat en parallèle de cet enseignement. Et dans ce cas-là, le doctorat, il va durer le double de temps, ça va durer 6 ans. Il n'y aura pas forcément besoin d'une bourse dans ce cas-là, puisque finalement, les personnes en question sont financées par les cours qu'ils donnent, en lycée, en collège, éventuellement plus haut. Mais voilà, ils vont être financés à travers ces cours qu'ils donnent. Et donc, ils ont 6 ans pour effectuer leur doctorat. Mais du coup, ce doctorat, il n'est pas pleinement vécu, puisque le seul moment où ces personnes-là pourront se déplacer, c'est pendant les vacances scolaires, à la rigueur, et encore. Et puis, il y a également toute la paperasse à côté d'enseignement qu'il va falloir gérer. Et voilà, ça demande beaucoup plus de temps. C'est pour ça que le doctorat dure 6 ans. C'est pour prendre en compte également tout le temps de travail que le professeur ou l'enseignant fera en parallèle de ce doctorat. Donc voilà. Donc, c'est pas vrai que je dis presque, parce qu'il y a ce cas particulier. Mais sinon, en dehors de ce cas particulier, il est impossible d'effectuer un doctorat sans bourse de recherche. Et c'est là où on se heurte à une difficulté par rapport à l'administratif en France, parce que il est quand même possible d'effectuer un doctorat sans bourse pour d'autres types de matières, mais il est vrai que j'ai pas envie de dire tous parce que je ne sais pas vraiment ce qu'il en est, mais en tout cas une grande partie des doctorats en sciences, il est impératif d'avoir une bourse de recherche. Vous pourriez me poser la question, pourquoi une bourse de recherche ? Et bien pour avoir une réponse à ce pourquoi, il va falloir patienter un petit peu. Mais sachez que c'est très important d'avoir une bourse de recherche pour continuer et donc effectuer son doctorat en France.
Bien, maintenant que vous savez ça, cette deuxième chose importante pour l'école normale supérieure, c'est le contrat spécial doctorant de normalien. Hein. Donc spécial normalien, je l'ai très mal dit. Normalement, c'est contrat doctoral spécial normalien, voilà, le CDSN. Et on commence à nous en parler aux environs donc, de septembre-octobre 2018. Hein. On nous donne rendez-vous à l'école normale supérieure de Paris-Saclay pour en discuter avec le chef du département de mathématiques. Je ne sais plus son nom de famille d'ailleurs, mais il s'appelait Vianney. Je ne sais pas si ça a changé maintenant. Mais donc, on commence à discuter un petit peu de comment ça va se passer cette année, et notamment comment vont se passer les demandes de contrat CDSN. Et c'est à ce moment-là que je comprends qu'il va falloir mettre en place un énorme dossier. Bon, quand je dis énorme, c'est pas si énorme que ça, mais quand même un gros dossier, dans lequel il va falloir préciser avec qui on va vouloir travailler, donc quel va être notre encadrant, où est-ce qu'on va effectuer notre doctorat, quel va être le sujet de recherche avec le plus de détails possible a priori, etc., etc. On va devoir vraiment mettre en place un dossier et on va devoir être en compétition les uns et les autres. Il y a quelques années de ça, alors là, quand je vous dis quelques années de ça, c'est par rapport à 2018, hein, mais je vais dire, en gros, il y a un peu plus de 10 ans, être normalien, ça nous garantissait automatiquement l'attribution d'une bourse CDSN. Quasiment automatique. Maintenant, c'est de la compétition entre les personnes qui veulent faire un doctorat. Et donc, la compétition, on a une chance sur deux. Essentiellement, on a une chance sur deux d'obtenir un contrat CDSN pour pouvoir faire son doctorat. Donc ça veut dire que voilà, il va falloir faire très attention aux avantages et aux inconvénients que peuvent avoir notre dossier. Donc par exemple, quelques avantages que j'avais par rapport aux autres, c'était le fait que oui, je vais effectuer mon doctorat en province, a priori à Amiens, etc. Donc ça compte. Le fait de l'effectuer avec un jeune chercheur, donc au sens où il va avoir, en fait, il était prévu qu'il obtienne son HDR plus ou moins au moment où j'allais commencer mon doctorat, donc son habilitation à diriger les recherches, hein, c'est ça que ça s'appelle, l'HDR. Donc on en a besoin pour qu'il puisse m'encadrer pour effectuer le doctorat. Donc voilà, il était impératif qu'il le réussisse, hein, mais bon voilà, je vous passe ce détail pour l'instant. Donc le fait qu'il l'obtienne d'ailleurs à ce moment-là, c'est plutôt un bon signe également. Le sujet de mathématiques, et là, bon, là malheureusement c'était plutôt un désavantage parce que j'étais pas tourné sur de l'analyse, hein. Paris-Saclay est davantage tourné vers de l'analyse, des maths appliquées, et malheureusement j'étais pas du tout dans cette case, dans cet axe-là. Donc bon, il a fallu faire comme on pouvait, hein, pour essayer de faire en sorte que ce dossier fonctionne, mais on avait quand même quelques avantages autour de ça parce que je savais déjà avec qui je voulais faire mon doctorat et quel était plus ou moins le sujet en fait qu'on allait m'attribuer pour ce doctorat. Donc on savait déjà plus ou moins, et c'est un avantage à ce moment-là, on savait déjà plus ou moins sur quel rail on allait se lancer en fait, on va dire. Et on va dire que ça a été un avantage pour essayer de mettre en place ce dossier. Bon. Mais on a encore du temps, hein, pour effectuer ce dossier, en tout cas pour mettre en place ce dossier et l'envoyer, on a jusqu'à mars. Si je me souviens bien, on a peut-être un petit peu avant, mais on a jusqu'à mars 2019 donc pour pouvoir mettre en place ce dossier et l'envoyer. Et à la suite de ça, on va être sélectionné parmi ceux qui... Donc il y en aura certains qui vont avoir directement le contrat, d'autres il va falloir peut-être encore un peu bosser leur sujet, ils vont l'avoir. Et puis après, plus on recule, plus c'est difficile. Donc voilà. Bon. Bref. On y reviendra, parce que ça va avoir un certain intérêt. Et puis on pourrait me dire, oui, mais pour avoir une bourse, tu pourrais pas faire autrement. Et la réponse est que malheureusement, non. Mais je vais pas la prendre tout de suite, hein, parce que là, les histoires de bourse, j'ai pas fini de vous en parler. Mais malheureusement, j'avais pas d'autre option que d'essayer d'obtenir le CDSN. Bon voilà, puis en parallèle, je continuais toujours à donner des cours particuliers. Hein, donc voilà, il y a eu des cours particuliers à Paris, des cours... Et puis d'ailleurs, j'ai commencé à donner des heures de colle aussi à Paris. C'est pas que je commençais, c'est que je continuais, mais surtout que je commençais à en donner à Paris intramuros. Hein, parce que bon, j'en donnais à la Canale. Finalement, j'ai pas pu continuer à la Canale parce que j'étais moins présent à Paris. Par contre, comme j'étais encore pas mal présent à Paris, Paris même, en centre, j'ai décidé de reprendre l'école d'une ancienne camarade, Galatée, que j'ai déjà mentionné lors d'un précédent numéro et que je resalue si un jour elle voit cette vidéo. Et donc j'ai
commencé à donner des cols au lycée Condorcet. Donc je remercie d'ailleurs Julien qui a eu la gentillesse de m'accepter pour donner des cols à Paris. Et donc j'avais donné des cols au PCSI à ce moment-là. Et voilà, pareil, hein, ça m'a permis aussi de connaître, de voir des grosses différences sur les niveaux de cols, en tout cas les niveaux le niveau qu'il y avait, qui pouvait différer entre les différents colleurs. Et c'est d'ailleurs aussi à ce moment-là que j'ai fait la connaissance d'un autre camarade, alors pas pendant l'école, mais pendant le temps que j'ai passé à Paris 7, d'un autre camarade qui a eu la gentillesse de m'inviter pour une colle à Louis-le-Grand et voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Et là pareil, hein, on voit vraiment, mais alors de manière inconsidérable, la différence de niveau qu'il peut y avoir entre une colle qu'on peut donner à Tullier, à Amiens, et une colle qu'on peut donner déjà à Paris Intramuros, puis une colle qu'on donne à Louis-le-Grand. Hein. Clairement, c'est quand même bien différent. Hein. Donc bon, bref, voilà, c'est le moment des petites anecdotes, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc voilà, ces anecdotes-là, ça m'a marqué. Alors d'ailleurs, pendant qu'on y est sur ces anecdotes, une autre anecdote assez marrante. À chaque fois que je faisais mes allers-retours à Amiens-Paris, donc là notamment pour aller à Paris 7, j'aimais bien emprunter le métro 5. Alors je sais que c'est pas le plus rapide pour se rendre à là où il fallait. Ce que j'aimais bien, c'était le fait de passer au-dessus de la Seine au lever du soleil. Donc voilà, je prenais à chaque fois le métro 5 exprès pour pouvoir voir le lever du soleil sur le fleuve. Je trouvais ça vachement bien. Ça, je sais pas, ça me... Voilà, j'ai envie de dire c'était quelque chose que je voulais voir de la journée quoi. En fait c'est ça, ça m'égayait un petit peu la journée. Après pas mal de routes déjà le matin, tôt le matin, hein, en imaginant que je prends le train très tôt le matin, etc. Hein, pensez-y à ça. Quelque chose qui me motivait un petit peu, c'était ça, de passer devant au-dessus de la Seine et avec ce soleil levant. Mais enfin voilà, donc ça aussi c'est une petite anecdote sympa. Et puis voilà, après j'ai pas grand chose d'autre à raconter pour l'instant. J'aimerais peut-être garder un petit peu le suspense concernant les résultats que j'allais obtenir autour des cours que j'ai suivis à Paris 7, parce que bon, ça aussi il faudrait que je vous en parle. Bon voilà, il est temps de vous ressortir le blabla habituel. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques concernant cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo si ce récit peut servir à d'autres personnes que vous connaissez potentiellement. Et puis bon, comme d'habitude, je vais encore me planter. Donc oui, alors ici c'est pour me soutenir, ici c'est pour vous abonner. Et puis 2 nouvelles vidéos vont s'afficher pour continuer à parcourir la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!